Les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs. Actualité, culture, société sur RBS 91.9. Bienvenue à nos auditeurs et auditrices, vous êtes bien sur RBS 91.9. Pour écouter votre émission de Strasbourg et d'ailleurs que vous propose le Conseil des résidents étrangers. Avec nous, pour vous donner à entendre la voix du monde, la talentueuse Nabou. Bonjour Nabou. Bonjour Strasbourg, il est de retour, le bucéphale et quadrimane Eric. Bonjour Eric, à la technique et au micro avec moi. Voilà, alors du coup, je vais aussi dire bonjour à Strasbourg, parce que j'ai pas eu le temps de leur dire. Et puis, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui, Nabou? Alors Eric, aujourd'hui, on va parler des personnes âgées immigrées. Donc, on va parler des seniors immigrés. Et la parole est à toi, Eric, pour nous faire une petite chronique introductive du sujet. Oui, alors j'ai pas trop parlé des immigrés, je vais même parler de ceux qui sont depuis très longtemps sur les terres alsaciennes, c'est-à-dire il y a un peu plus de 5000 ans. Oui. Et c'est qui? C'était les hommes, ce qu'on appelle les Homo sapiens, ceux qui sont comme nous, mais qui vivaient avant qu'il y ait des villes, avant qu'il y ait des voitures, avant qu'il y ait des maisons qui soient construites en briques et tout ça. D'accord. Et du coup, on sait maintenant que la moyenne d'âge à cette époque elle plafonnait à peu près à 45 ans. Alors c'est vrai, on dit souvent que la vie à l'époque des chasseurs-cueilleurs était beaucoup plus difficile, que c'était plus une affaire de survie qu'autre chose. Mais ces dernières années, les résultats les archéologues ont réussi à montrer que les chasseurs-cueilleurs étaient plutôt dans une forme vraiment olympique. Au sens vraiment propre du mot. Alors, il y a une discipline qui s'appelle l'archéologie médico-légale qui a découvert qui permet de découvrir des choses en examinant les os. Oui. En examinant les os, les dents et compagnie. Et il paraît que nos os et nos dents sont de vraies bibliothèques qui racontent l'histoire de notre corps. Alors on peut déduire la taille, la corpulence, si la personne a des maladies ou des choses comme ça. Et apparemment, la taille moyenne pour un chasseur-cueilleur était à peu près d'1m72 pour 75 kilos. D'accord. Et très musclé. Ah, c'est bien. C'était un vrai athlète. Il faisait du sport. C'était un vrai athlète. Et pour les femmes, c'était à peu près la même chose. C'était presque 1m70 pour 68 kilos. Ok. Donc c'était quand même... Ça va, ouais. Ah ouais, c'était quand même costaud. Alors, ce sont des moyennes aussi. Ça veut dire qu'on peut trouver des personnes plus jeunes, des plus vieux, des plus fluets, des plus costauds. Mais c'était vraiment des athlètes qui étaient bien nourris, on trouvait beaucoup de traces de blessures. De fractures réparées, des accidents de chasse, ou alors des mauvaises rencontres, parce qu'en fait, si un mammouth ou un rhinocéros laineux te fait un refus de priorité, ça fait autant de dégâts qu'un scooter qui plafonne une voiture. Oui. Et j'imagine que la médecine n'était pas développée dans le temps. Apparemment, il y avait pas mal de choses. Ils ont découvert pas mal de fractures qui pouvaient être graves, mais qui se sont réparées. Oui. Ils ont se rendu compte que c'est des fractures qui ont été faites à l'adolescence, que les personnes ont continué à vivre après. Et même sur des fractures qui étaient très handicapantes, ils se retrouvaient, les personnes pouvaient vivre vieux même avec des trucs handicapants. D'accord. Ce qui signifiait vraiment que la solidarité, et puis que de vivre en clan et en groupe, ça permettait de survivre un peu plus longtemps. Ouais. Le soutien des autres. Apparemment, comme ils avaient très très peu de maladies, un des trucs qui semble être à l'origine de cette baisse du niveau de vie, c'était le fait qu'en fait ils vivent au même régime qu'un athlète de 15 à 45 ans, et que ça c'est quelque chose qui use vraiment le corps. D'accord. On sait très bien que le sport est bon pour la santé, mais en faire à fond tout le temps, ça use et ça tue. Bien sûr. Voilà, donc on n'a pas vraiment vu progresser la durée de vie. Quand on s'est sédentarisé. Alors du coup c'était beaucoup moins intense, ils étaient beaucoup moins sportifs, mais pour le coup il y a plein de maladies qui sont venues encore en même temps. Il y a très très nombreuses maladies qui sont venues parce qu'on vivait avec des animaux, parce qu'on vivait les uns avec les autres. D'accord. C'était très nombreux. Et c'était quoi comme maladie par exemple? Oh, il y avait, on sait pas trop. Il y avait pas mal de maladies, mais c'était surtout des maladies qui étaient transmises par les animaux. Ah, ok. D'infections, oui, je vois. Même comme on vivait un peu plus entassés, il y avait des épidémies. Ouais, et il y avait pas de moyens de prévention ou quoi que ce soit en fait. Ouais, je comprends. Ils connaissaient quelques plantes qui pouvaient soigner quelques petits trucs, mais bon après, c'est pas la pharmacie qu'on a maintenant, quoi. Bien sûr. Et donc du coup, en fin de compte, après tu as eu le Moyen Âge, tu as eu plein d'époques, mais la vraie période par laquelle on a vu progresser le niveau de vie, c'est à partir de début 19e siècle, à la moitié du 19e siècle, où il y a plein de choses qui ont progressé en même temps.
il y a eu des progrès techniques, des progrès sociaux, des progrès médicaux. Oui. Et tout ça, ça a permis d'augmenter L'espérance de vie. l'espérance de vie jusqu'à 80 ans. Les 80 D'accord. ans qu'on connaît maintenant. Par contre, il semblerait maintenant que le niveau de pollution engendré par notre époque, ça va avoir pour conséquence de l'abaissement du seuil aux alentours de 60 ans. Ah ouais. Là, d'ici 30-40 ans, on vivra peut-être plus aussi vieux à cause de la pollution. D'accord. Mais du coup, j'ai une petite question à te poser. À ton avis, Oui. c'est quoi l'invention humaine qui a sauvé le plus de vies et qui a le plus efficacement prolongé notre durée de vie? Une invention humaine. Bah, c'est le frigo, le Le frigidaire, frigo. le réfrigérateur, oui. Comment ça se fait? Parce qu'en fait, la santé, ça commence avant tout parce qu'on mange. C'est la première source de bonne santé. Ça commence avant tout parce qu'on mange. Oui. Et que avant le frigo, on fumait la viande, on fumait certains Ouais, fromages. ouais. Et Pour on les salait la viande et conserver. des trucs comme ça. Et alors qu'on sait que l'excès de sel, ça multiplie par 10 les problèmes cardiovasculaires. Ouais. Et que les fumaisons, le fait de fumer tout ça, la viande, ça augmente aussi le nombre de cancers. Ah d'accord. Voilà, et tout ça sans compter sur tous les aliments qui en se dégradant deviennent toxiques ou même qui se remplissent de bactéries qui vont nous tuer, comme la salmonelle dans les œufs ou des choses comme ça. Bien sûr, ouais. Donc, Mais il y a encore des gens qui conservent les aliments comme ça en fait. Oui, il y a encore des gens ou qui les sèchent. Après, si c'est consommé avec modération, c'est toujours pareil. Bien sûr. Ça fonctionne bien. Si c'est effectivement la base de la nourriture, ça devient Nocif. nocif, voilà. Donc en plus, du coup, on voit bien qu'il n'y a pas que les progrès de la médecine qui ont prolongé notre vie. Le fait de se protéger de mieux en mieux des agressions de notre environnement, ça a été de plus en plus efficace. Enfin, le fait de construire des maisons isolées, d'apprendre toutes ces choses-là. Et du coup, on a pu se démultiplier les soins des maladies dues à l'âge. Alors à cause de l'usure, ce sont des maladies dégénératives ou tout simplement toutes ces petites choses qui nous arrivent parce que nos cellules perdent leur efficacité. Moi-même, je suis en passe de dépasser la moyenne d'âge du chasseur-cueilleur. Je commence à ressentir les premiers signes. Alors, je peux plus mettre la même distance entre mon nez et le livre. Je suis obligé quand je suis obligé de lire, je suis obligé de reculer ma main de quelques centimètres. D'accord. Pour que le texte soit net. Alors, c'est ce qu'on appelle la maladie qu'on appelle la presbytie. Et presbytie, ça vient du grec presbytéros, qui veut dire, à ton avis, en grec, presbytéros, ça veut dire vieux. Ça veut dire vieux? Oui, les Grecs. Donc la presbytie, c'est la maladie des vieux. C'est la maladie qu'on a quand on commence à devenir vieux. Mais il n'y a pas que les vieux qui ont cette maladie. Hein. La presbytie, en fait, c'est vraiment dû à la cornée qui, au fur et à mesure du temps, est fatiguée. D'accord. Et donc, du coup, c'est vraiment la maladie de vieux. Après, tu as des équivalents, mais bien sûr. C'est des problèmes de vue. Alors oui, petit à petit, je deviens vieux. Mais alors, rassurez-vous, par contre, j'ai bien profité de ma jeunesse et ça aide à accepter le temps qui vient. Et surtout, ne me dites pas, tant que tu restes jeune dans ta tête. Alors, j'adhère pas du tout à cette idée. À mon avis, on peut avoir 40 ans et rester très énergique, s'amuser d'arien, s'émerveiller du monde, sans avoir la rationalité limitée et les hormones qui brouillent le jugement. Il n'y a pas que le jeune qui est optimiste, il n'y a pas que le jeune qui est moderne, il n'y a pas que le jeune qui est progressiste. Alors, je suis bien heureux de vivre comme un homme de 40 ans. Et finalement, le secret du bonheur, c'est peut-être de vivre son âge, mais de le vivre positivement et d'en tirer le meilleur. Exact. Alors, de toute façon, on n'a pas le choix. Hein. On vieillit tous à un moment. Oui. Donc, faut vivre là. Voilà, faut bien continuer. Mais il faut qu'on continue à prendre garde, faut quand même qu'on continue à prendre garde les uns des autres. Il ne faut pas nier, il faut pas oublier que le corps vieillit, qu'il s'affaiblit, qu'on a au fur et à mesure du temps le besoin des autres pour se soutenir, pour faire d'autres choses. Bien sûr. On a besoin d'une société, d'un monde qui puisse soutenir les plus vieux jusqu'à l'extrême et l'ultime fin. Alors pour compenser les moyens qu'on avait, qui commencent à se réduire, qu'on perd de plus en plus, et la solitude qui est de plus en plus envahissante. Alors oui, il y a les nouveaux métiers de l'aide et du soutien aux personnes âgées. Et les médecins sont de plus en plus efficaces dans leurs soins pour les personnes âgées. Mais est-ce que c'est suffisant ? Parce qu'on dit quand même que l'homme est un animal social et que c'est en continuant le plus longtemps possible à être en contact avec le monde qu'on peut vivre le mieux et le plus longtemps. Au monde, en contact avec le monde et en contact avec les autres. Mais notre monde, lui, ne supporte plus vraiment cette image de notre futur à tous et il jette ses vieux et ses vieilles sur le bas-côté en leur donnant peut-être les moyens de survivre à condition que ce soit nos vieux et qui ne coûtent pas trop cher.
Alors c'est très ironique ce que je dis, mais ça s'avère être de plus en plus vrai. Oui. Parce qu'on estime à une époque, on estimait qu'une société se juge à la façon dont elle traite sa jeunesse. Mais qu'en est-il des plus âgés? Toute société devrait protéger ses concitoyens et ses concitoyennes les plus fragiles, les enfants, les handicapés, les vieillards. Et c'est peut-être ce que l'humanité a perdu dans cette modernité individualiste, la solidarité et le respect qui sont dus à chacun. Oui. Voilà. Ok, parfait. Merci beaucoup, Eric, pour cette introduction. Alors, on va faire une petite pause musicale avant de recevoir notre premier invité, donc du groupe Personnes âgées immigrées du Conseil des résidents étrangers. Eric, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors moi, ce que je propose, c'est une vieille musique. En fait, c'est du Mozart. Bien. Mais en fait, c'était il y a plusieurs années, il y a un album qui était sorti qui s'appelait Mozart l'Égyptien. Ouais. Et c'est des grands titres de Mozart qui ont été repris de la façon orientale, avec des instruments à l'oriental et des voix à l'oriental. Alors là, c'est... Oh là là, mais c'est lisible en fait. C'est un aria de Mozart qui est joué par Amilou Lawa Taïbou. C'est pas illisible, mais j'ai du mal à le prononcer quand même. D'accord. Voilà, alors on va écouter ça. Allez, écoutons. Dann schmecken mir Trinken und Essen, dann könnt ich mit Fürsten mich messen, des Leben als Reisen mich freuen und wie im Elysium sein, dann könnt ich mit Fürsten mich messen. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. De retour sur RBS 91.9, vous écoutez encore de Strasbourg et d'ailleurs l'émission que vous propose le Conseil des résidents étrangers. Avec nous à l'antenne Priscilla, la référente du groupe projet Personnes âgées immigrées du Conseil des résidents étrangers, qui est avec nous et qui a soutenu dernièrement sa thèse et à qui on aimerait féliciter. Félicitations, merci, Priscilla. Merci. Docteur Priscilla, voilà, félicitations. Docteur, il faut dire maintenant. Voilà, c'est ça. Docteur Priscilla, félicitations. Merci.
Alors, Priscilla, nous te laissons te présenter brièvement à nos auditrices et auditeurs. Il faut peut-être préciser que Priscilla est compagnie d'Aziz, qui participe Exact, aussi au c'est groupe vrai. projet. Qui est également du groupe projet, ouais, Aziz Manad. Bonjour Aziz, qui est un ancien du CRE. Alors, est-ce que tu peux nous présenter brièvement votre groupe projet, Priscilla? Oui, donc je m'appelle Priscilla. Je crois que la partie de la présentation est déjà faite. Voilà, donc comme elle a bien dit, je suis la référente du groupe ou la commission des personnes âgées immigrées au sein du CRE, Conseil des résidents étrangers. Nous sommes engagés dans cette commission depuis 2015, septembre 2015. Nous sommes un groupe de six personnes, Oui. un petit groupe quand même. Hein. Et donc, nous avons commencé cette commission par une étude de la saisine du maire qui a fait une étude de visibilité des problématiques auxquelles font face les personnes âgées immigrées à Strasbourg, Ouais. voire ailleurs. Et donc, c'était notre base, notre matériel de base pour le début de cette commission. Bien sûr. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qui vous a motivé, Priscilla, Aziz, à travailler sur cette thématique? Aziz, j'y vais. Il est galant, Aziz. Donc personnellement, je suis donc d'origine ghanéenne et je suis très engagée dans la communauté ghanéenne à Strasbourg. Je fais pas mal du bénévolat auprès de cette communauté, y compris des personnes âgées. Donc j'ai eu l'occasion à travers ça à apprendre à connaître les personnes âgées, leurs problématiques, leurs difficultés. Donc, quand j'ai postulé pour faire partie du CRE, j'avais aussi à l'esprit de pouvoir apporter du soutien de façon générale, pas seulement la communauté ghanéenne, mais la communauté strasbourgeoise. Hein. Oui, oui. Donc, c'est ça qui m'a vraiment motivée de m'engager plus auprès du CRE parce que c'était quelque chose que je faisais avant et que donc au sein du CRE je suis dans quelque chose où je peux étendre mes réseaux Oui, oui. à pouvoir aider d'autres personnes autres que ma communauté. Parfait. Et Aziz? Oui, pour moi j'ai toujours aidé les personnes âgées à travers mon association d'abord. Oui. Et c'est Et- laquelle ton association? Pardon? Ton association s'appelle comment? Mon association, il s'appelle Union des associations marocaines d'Alsace-Lorraine. D'accord. Et à travers cette association, on a beaucoup travaillé avec les personnes âgées. Et quand on nous a demandé d'aller au foyer et tout, alors rencontrer les étrangers au foyer, alors je suis allé avec Priscilla on faisait des permanences. C'était vraiment un honneur de travailler pour ces gens-là. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez juste nous parler des actions que vous avez déjà menées donc, au sein du CRE sur le terrain et des actions en cours ou celles à venir? Donc au début c'est vrai qu'au début on avait ce matériel de travail dont j'ai déjà parlé, la saisine du maire Oui. qui était fait, des entretiens ont été faits et puis donc on avait ce matériel, mais c'est vrai que on n'était pas vraiment au clair. Hein. Donc au début on a passé beaucoup de temps à pouvoir définir exactement qu'est-ce qu'on voulait faire auprès de ce public. Hein. Oui. Ça nous a donc emmené à rencontrer différentes associations pour voir déjà, parce que c'est personnes âgées immigrées, pas personnes âgées en général. Donc Oui. il fallait cibler. Donc il a fallu rencontrer des associations, par exemple à l'Esplanade. On a vu le centre socio-culturel de l'Esplanade qui va nous dire que ils accueillent des personnes âgées, mais ils ont une petite minorité des personnes âgées immigrées qui fréquentent cette association. D'accord. Du coup, on a aussi vu avec l'association SOS Habitat qui va aussi nous orienter vers
le foyer, par exemple, là où on peut vraiment avoir accès aux personnes âgées immigrées. Donc ça nous a pris un temps, mais finalement, l'action que nous avons vraiment menée, ce sont, comme mon collègue a dit, des permanences qu'on a ouvertes au foyer Adoma de Konishofen. Donc c'était notre foyer pilote. Oui. On voulait étendre, bien sûr, notre réseau sur les autres foyers où on allait pouvoir avoir accès aux personnes âgées immigrées. Donc, ce foyer pilote, on a été accepté par les responsables. L'accord a été donné, le CRE était d'accord que nous puissions faire ce travail de bénévolat auprès de ce public qui était très, très content de nous avoir aussi au sein du foyer. Pourquoi? Parce que même si Adoma est un foyer qui a un responsable qui est en charge de tout ce qui est démarche administrative des habitants, imaginez un responsable avec des habitants, je pense, plus de 200 habitants dans le foyer, c'est pas évident. Oui, donc il y a toujours la queue et il a des permanences qui durent, je crois, 1 heure et 2 fois ou 3 fois maximum par semaine. Ah ouais. Donc, toutes les personnes âgées avaient pas forcément accès Bien sûr. à ce service-là. Donc, c'était quelque chose qu'ils appréciaient beaucoup. Il y avait on a aussi, à travers ça, appris à mieux connaître les problématiques et les problèmes réels des personnes âgées immigrées, tout ce qui concerne la cette nouveauté, prise de rendez-vous, sur Internet avec la préfecture. Et qu'est-ce qui était encore plus difficile qu'on avait appris, c'est que les rendez-vous sont mis en ligne à minuit le dimanche soir. Oui, c'est ça. Et ces personnes âgées, déjà fragiles, moins d'énergie, sont obligées de se lever à minuit et se battre pour avoir une place, un rendez-vous. Donc, c'était très, très quelque chose que nous, on ignorait un peu, l'ampleur de la situation. Les gens disaient que c'est compliqué et tout ça, mais en travaillant tout près de ce public, on avait pu comprendre vraiment la situation, l'ampleur ou bien la gravité de la situation par rapport à ce public-là. Oui. Voilà, donc c'est ça l'action que nous avons menée. Donc nous avons commencé au mois de juin l'année dernière. Mercredi. Oui, on faisait des permanences hebdomadaires de 1 heure par semaine, voilà. Et vous arriviez à recevoir combien de personnes? On arrivait à recevoir, personnes âgées, donc des discours un peu longs. Oui, donc parfois on pouvait prendre 2 personnes sur 1 heure. Ah ouais. Et donc on était toujours débordés, mais bon, après c'est du bénévolat, on est motivé, on veut tendre le bras vers ce public-là. Donc on était la plupart du temps débordés, mais on n'était pas gênés, c'était pas gênant. On avait un maximum de 5 personnes âgées sur une période de 1 heure, 1 heure et demie, ça dépend des situations. On n'était pas là pour régler tous les problèmes des personnes âgées. Nous ne sommes pas des personnes reçues ou des spécialistes dans le domaine, même si nous avons une formation qui nous a été dotée par SOS Habitants gratuitement. Merci à eux. Et donc, il nous a doté de quelques ressources par lesquelles on pouvait répondre à quelques questions. Oui. Mais on n'était pas là en tant que spécialiste qui voulait résoudre tous les problèmes des personnes âgées. Même déjà, les échanges leur faisaient aussi du bien. On remplissait des formulaires, on prenait les rendez-vous en ligne, on enverrait des messages à la CAF via leur espace personnel de la CAF, auquel ils sont difficilement accès parce qu'ils ne maîtrisent pas vraiment l'informatique. Et puis, on faisait aussi des appels téléphoniques. Azil, tu voulais rajouter quelque chose? Non, mais je voudrais dire que, franchement, c'est une très bonne expérience qu'on a vécue avec cette population. Et je remercie Priscilla parce de son téléphone, parce que parfois il faut téléphoner, parfois il faut se connecter, et de son téléphone à leur propre téléphone et téléphone à l'organisme pour pouvoir résoudre quelques problèmes. D'ailleurs, on a résolu quand même quelques problèmes, mais quand même, on a initié les gens, on a rempli des dossiers et tout. Alors, on a fait ce qu'on pouvait faire et on a pris
pas mal de choses. On a quand même, moi personnellement, alors je me suis rendu compte comme quoi que surtout le problème des retraités et que les gens, parce qu'il y a des différentes, il y a des Sénégalais, des Camerounais, des Marocains, des ça. Et alors et chaque pays alors a signé une convention avec la France et chaque fois alors il y a une différence parce que les problématiques ils sont pas exactement pareilles et notamment pour les retraités qui subissent aussi des conséquences parce que quand ils partent en voyage alors qu'ils n'arrivent pas à l'heure ou je sais pas alors ils sont sanctionnés et tout. Et c'est vraiment une bonne expérience qu'on a vécue. C'est vraiment dommage qu'on n'a pas pu continuer parce que je sais pas, je laisse la référente s'expliquer de pourquoi et tout parce que moi je connais rien du tout dans ce domaine-là. En fait, une chose qui était aussi intéressante, c'est que à chaque fois, on s'est rendu compte qu'il y a des personnes qui ne savaient pas où aller quand ils avaient des problèmes, à qui s'adresser. Donc, c'était une des choses clés qui était très bon pour ces personnes, ce public-là, parce qu'on les orientait vers les endroits, des endroits où ils pouvaient trouver de l'aide. Et donc, ça, c'était une chose que je voulais vraiment souligner, que ils ont vraiment besoin de ça, savoir où il faut aller, pourquoi. Ouais. Donc, comme mon collègue a dit, le temps actuel, les permanences sont en pause. On a stoppé un peu parce que nous travaillons au sein du CRE. Nous ne sommes pas des bénévoles à titre personnel, mais nous œuvrons ensemble avec le CRE. Nous sommes recrutés, même si nous sommes des bénévoles, recrutés par le CRE et donc nous fonctionnons sur leurs directives. Et donc, dernièrement, Adoma avait voulu formaliser des choses avec le CRE. Donc, le CRE nous a demandé d'arrêter en attendant les permanences jusqu'à ce que l'ADEMA puisse formaliser les choses, signer une convention avec le CRE afin que nous puissions travailler dans des conditions à peu près acceptables. D'accord. Donc, pour l'instant, on est en pause. Et jusqu'à maintenant, alors, il n'y a pas de nouvelles, il n'y a rien. Et pour votre information, nous sommes prêts à repartir aussi au foyer pour pouvoir continuer le travail. Est-ce que ce serait pas l'occasion, à un moment, de faire un courrier, de faire un rapport ou un mail pour faire remonter la situation au maire, pour qu'on ne sait jamais, ils embauchent des gens pour accompagner les personnes âgées immigrées pour faire leur dossier? Savoir qu'il y a... Oui. Ouais. C'est tout à fait une bonne idée. Peut-être que vous nous donnez des pistes pour que nous puissions faire bouger les choses, parce que nous, on est motivés, on a un dévouement, on aimerait bien. Nous sommes des représentants des résidents. Même si nous travaillons pour le CRE, nous sommes des représentants et nous sentons l'engagement d'aller vers les citoyens au plus près possible pour apporter quelque chose. Donc, ça serait une bonne idée de peut-être faire un rapport ou faire un courrier au maire pour demander à ce que quelque chose soit fait dans l'immédiat pour qu'on puisse reprendre si c'est les permanences ou si c'est une permanence qui ne va pas remplir des formulaires, mais qui va seulement orienter ce public vers aux endroits appropriés pour qu'ils puissent trouver du soutien. Bien sûr. Et en plus, vous le faites bénévolement. Bénévolement. Voilà. Bénévolement. Je pense que c'est important de le souligner. Avec le d'avoir des doctorat. gens motivés qui demandent qu'à aller aider, en fait. C'est et ça. ce, sans rien attendre en retour, c'est important. C'est ça. Oui, du coup, quelle est la lecture que vous faites de la situation des personnes âgées immigrées en France en général et à Strasbourg en particulier? Enfin, si vous avez un peu une lecture de cette C'est ce que situation. vous avez rencontré sur le terrain. Bon, moi je dirais que ce que nous avons rencontré sur le terrain, c'est un micro du macro. Ça veut dire que le problème, c'est le macro. Et nous avons juste eu l'expérience avec un petit aspect qui représente le tout. Bien sûr. Parce qu'un immigré, c'est un immigré. Ça veut dire que les problèmes que vous rencontrez se rencontrent aussi au niveau national. Ailleurs, ouais. Sauf si les autres villes de la France ont mis en place de l'assistance de proximité à ce public-là. S'il n'y a pas ça, c'est le petit bout du grand problème qu'on a vécu avec ce public-là, D'accord. à mon avis. Oui, Ok. bien sûr. Et vous avez un dernier mot, un mot de la fin?
Oui, moi je vous remercie infiniment de nous avoir bien accueillis chez vous. Et merci au CRE. Et j'espère que les choses ils vont s'arranger, qu'on puisse reprendre le travail qu'on a commencé. Mhm. Moi aussi, j'aimerais dire que cette problématique est quelque chose qui touche la France et que c'est le moment d'encourager des personnes comme nous qui sont motivées d'aller apporter quelque chose à ce public-là. Il faut encourager les bénévoles qui font des choses sans attendre quelque chose de retour, de pouvoir soutenir, aider ce public. Bien sûr. En tout cas, grand merci à vous. Merci à vous aussi. C'est nous qui vous remercions. Alors, une petite pause, Eric, avant de... Oui, une petite pause. Je vous propose d'écouter un des jazzmen qui a vécu le plus longtemps, parce qu'il a jamais touché à la drogue ou jamais touché à des trucs comme ça. Et c'est Cab Calloway avec sa plus célèbre chanson Minnie the Moocher. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. Bonjour Strasbourg, vous êtes de retour sur RBS 91.9 pour l'émission du Conseil des résidents étrangers. Nous sommes aujourd'hui de nouveau, vous êtes en présence de Monsieur Moustapha El Hamdani, que nous avons déjà invité à plusieurs reprises, c'est pour ça que je dis de nouveau, pour nous parler de la situation vraiment plus particulière des Chibani, qui sont aussi des personnes âgées immigrées, par l'intermédiaire de son association dont... Kalima, dont que vous pouvez nous présenter peut-être votre association. Avec plaisir, c'est toujours un plaisir de venir partager des moments avec vous. C'est aussi RBS, je sens que c'est ma maison parce que j'ai animé pendant longtemps cette maison, je l'ai même accompagnée quand elle était encore dans des greniers, elle les mettait clandestinement en 81, 82, juste après l'arrivée de François Mitterrand. Il y a peu de gens qui connaissent cette partie de l'histoire d'RBS à Nodorf, dans un grenier. Voilà. La petite parenthèse. Sinon, Kalima, c'est qui veut dire Coordination alsacienne d'immigration maghrébine et qui veut dire parole en arabe. C'est une association qui est née en 2008 a vocation d'accueillir, d'écouter, d'accompagner les personnes âgées issues de l'immigration pour tout ce qui est accès aux droits. Et donc, quand on se retrouve vers l'accès aux droits, refaire les carrières professionnelles, on se plonge directement dans les récits de vie, dans les mémoires. Donc, c'est le deuxième axe sur quoi on travaille. D'accord. Et que veut dire Chibani exactement? Chibani veut dire tout simplement cheveux gris. C'est un mot qu'on utilise. Il y en a qui sont pour, il y a d'autres non. Voilà, ce qui veut dire tout simplement personne âgée. Mais c'est un mot qui est chargé d'affection, de respect, parce que c'est la culture et ça c'est spécifique, on va dire. À l'Afrique d'une manière générale, les personnes âgées, c'est une personne ressource, c'est une personne qui, à travers la personne âgée, il y a la transmission des mémoires, il y a aussi la transmission de tout ce qui est culture orale. D'accord. Du coup, est-ce qu'il y a des différences entre les Chibani et les personnes âgées d'origine, les autres personnes âgées étrangères? Du tout, c'est la même, même par rapport à la question du vieillissement d'une manière générale. Les seniors, la politique, c'est la même. Après, on va revenir à des trucs il y a des particularités, bien sûr, mais d'une manière générale, on vit en France, on a les mêmes droits, les mêmes devoirs. La seule particularité, que c'est des gens, une partie de ces immigrés qui ont laissé leur famille dans le pays d'origine, qui n'ont pas opté pour le regroupement familial, à l'âge de la retraite, ça se complique parce que on a tendance à rester davantage dans le pays d'origine, surtout pour ceux, j'allais dire celles, il y en a peu, mais c'est la majorité parce que c'est une immigration masculine, à rester dans le pays d'origine, surtout pour ceux qui ont une faible retraite. Et quand on a une faible retraite, on rentre dans le dispositif, ce qu'on appelle l'ASPA, l'allocation de solidarité pour personnes âgées, c'est le minimum vieillesse. C'est que pour bénéficier de cette allocation, qui n'est pas, je rappelle, qui n'est pas contributive, donc elle n'est pas exportable, donc
pour en bénéficier, il faut résider en France 6 mois pour en bénéficier, ce qui est le cas actuellement. Je rappelle, au mois de septembre de 2017, il y avait une descente de la CARSAT, l'organisme collecteur, enfin qui gère notre retraite, c'est l'ancien CRAV, les gens connaissent plus par CRAV que la CARSAT, la CAF et la Caisse primaire d'assurance maladie, qui ont fait une descente dans le foyer Metzgero, où il y a une forte concentration, on va dire, de ce public-là, pour les contrôler. Est-ce qu'ils ont bien respecté cette clause de 6 mois dans le pays de la France? Pour la CARSAT, pour la CAF, il faut résider 8 mois pour bénéficier de l'APL, l'allocation de logement. Pour les gens qui touchent le RCA, il faut vivre 9 mois en France. Donc c'est chacun, il vient avec ses réglementations. Et il y en a pas mal qui n'ont pas respecté. Et ce contrôle s'est effectué sur la base du passeport, ce qui n'ont pas en principe le droit de le faire, et notre association accompagne ce public-là pour essayer de trouver comment on peut s'en sortir. Malheureusement, on se bat jusqu'à maintenant. La CARSAT, elle est déterminée, et il y a des gens qui se retrouvent à rembourser 13, 14 000. Il y en a même certains qui ont reçu le courrier pour rembourser 21 000 euros. Donc, c'est des gens, on se demande comment ils vont faire. Mais ce qui se cache, et je profite de votre antenne pour en parler, ce qui se cache derrière tout ça, c'est que à Strasbourg, ils sont pas nombreux. Il doit y avoir aux alentours de 500 Chibani. Il y a le foyer Welsch du côté de Stockfeld, il y a le foyer Metzgero du côté de Lamino, le foyer Kibetzino qui en face de la piscine Kibetzino, il porte le nom, et il y a le foyer de Neudorf, et le foyer de rue de Lausanne, et le foyer de Schittigheim. Et le foyer de Königshofen. Le foyer Königshofen, il a une particularité, il y a une forte concentration des Africains, Maliens, surtout Sénégalais. Voilà. Il y a des Marocains, il y a des trucs, mais il y a une forte concentration africaine. Et voilà. Et la politique actuellement, ils veulent s'en débarrasser parce que ils veulent vider ces foyers. Alors, ils sont en train de faire pression sur eux, des contrôles, et ça a commencé à payer leur politique, parce que il y a certains Algériens qui ont carrément déchiré les papiers, ils sont partis, parce qu'ils disent, on a tout donné à la France, on a vécu plus de 40 ans en France, et maintenant, au lieu de nous laisser vieillir tranquillement et profiter un peu, parce qu'il y a beaucoup de problèmes de santé, c'est pour cela qu'ils restent ici. Maintenant, ils les harcèlent au quotidien et ils veulent les chasser pour retourner dans le pays d'origine, mourir chez eux. Voilà. Oui, puis les problèmes de santé, comme ils ont de toute façon cotisé à la Sécu, normalement, ils doivent en bénéficier. Bien sûr. Quelles sont les problématiques qui sont spécifiques à ces personnes âgées? Il y a ça, il y a l'isolement, parce que il y a pas que les problèmes sociaux, il y a des gens qui ont une bonne retraite, mais sauf que leur vie elle est réduite malheureusement chez eux, dans la maison, la mosquée, et il y en a certains qui passent un peu de temps dans le jardinage, tout ça. Mais c'est-à-dire le problème de l'accès aux loisirs, c'est un problème crucial qui se pose. C'est des gens qui ont envie de vivre, qui ont envie de profiter. Malheureusement, notre association, on a développé un projet. Tout à l'heure, Priscilla, elle a parlé une saisine du maire. Effectivement, sur cette base-là, il y a un rapport qui a été établi où parmi les points qui ont sorti, c'est de réfléchir de comment mettre en place des espaces spécifiques à ce public-là. À partir de là, notre association, on a fait un travail de terrain où on a fait appel à une jeune chercheuse qui a fait un travail de diagnostic, ce qui se passe sur le terrain ici au niveau local, au niveau national, même au niveau européen, et on a construit un projet qui s'appelle Métissage, où c'est une sorte de café social où on accueille ces personnes, pas que, un espace à vocation intergénérationnelle, et surtout par rapport à la question des mémoires. C'est-à-dire, on a dit, il faut que c'est un lieu de vie où on fait appel à des artistes, à des photographes, qu'ils viennent rencontrer ce public-là et mettre en valeur leur mémoire, parce que pour nous, leur mémoire, c'est quelque chose de très important, parce qu'il contribue à la construction de la filiation de leurs descendants, composante incontournable pour l'identité de nos descendants, tout simplement. D'accord.
Vous parliez de diagnostic. Est-ce qu'on a déjà une idée de ce que donne ce diagnostic? Le diagnostic, on a rendu compte de ce travail-là parce qu'on a fait un séminaire au Centre culturel de la Méno. Et c'est là où on a rendu un peu le travail. Donc, en gros, c'est ce qui se passe au niveau local. Il y a un certain nombre d'associations qui accueillent ce public-là. Il y a, tout à l'heure, il était question SOS aux habitants, que ce soit du Nord ou bien de Cronenbourg, qui s'appelle maintenant Viaduc. C'est des structures qui sont payées pour accompagner les gens accès au droit, pas spécifique aux personnes âgées, pour tout le monde. Entre autres, il y a les personnes âgées. Il y a Migration Santé par rapport à tout ce qui est accès aux soins, surtout eux, ils ont vocation à accompagner pour la traduction. Ils recrutent beaucoup de traducteurs, tout simplement pour un peu expliquer en arabe ou bien en turc ou bien en tchétchène les problèmes face aux médecins. Et il y a l'association Kalima qui est un peu spécialisée en matière de vieillissement, on va dire de l'immigration maghrébine, je dis bien. Et donc, voilà, au niveau local, il n'y a pas grand-chose. Et on a vu au niveau national, il y a des expériences qu'on appelle les cafés sociaux, que ce soit de Belleville ou bien de la Côte d'Or à Paris. Il y a à Lyon 2 espaces dédiés à ce public-là. Il y a à Grenoble, dernièrement, un café social. À Nice, il y a un espace ouvert pas mal sur l'ensemble de la population, c'est-à-dire intergénérationnel, mais surtout immigré. Il y a 2 expériences, mais c'est ouvert sur tout le monde. Il y a plutôt jeunes que vieux à Marseille et à Lille, qui fonctionnent sous forme d'association, on va dire café social. Donc à partir de là, nous on a réfléchi de comment faire quelque chose adapté en fonction de notre public au niveau local et aussi à notre ville, parce que l'Alsace, c'est autre chose. Donc, on a pris en considération l'ensemble de ces paramètres et on a construit ce projet. Maintenant, il y a une proposition de CUS Habitat qui nous a fait une proposition d'un local à Haute-Pierre, mais ça nécessite énormément de moyens pour le mettre, on va dire, pour le rendre un peu accessible. Il y a beaucoup d'investissements. Il y a ni eau, ni électricité, ni rien du tout. Voilà. C'est la proposition d'habitat, ce serait un prêt gratuit ou ce serait une location? C'est une mise à disposition. C'est pour cela que ça pose problème, une mise à disposition, parce que pour eux, du moment qu'il n'y a pas un retour sur investissement, eh ben, écoutez, toujours, ça prend énormément de temps. On est pleinement dedans, donc c'est ça qui fait que. Donc, mais on lâche pas le morceau et on continue justement par rapport à l'histoire de. On est aussi membre du CRE, donc on essaie un peu de par ce biais-là, de ramener le débat, et c'est un débat entre nous. Vous avez tout à l'heure parlé avec les copains de la commission de seniors. Bon, on a une petite différence d'appréciation, on va dire, de comprendre l'enjeu, parce que pour moi, le CRE, avant tout, c'est un outil politique pour un peu, on va dire, comment faire entendre la voix des sans-voix auprès des élus. C'est-à-dire, on a un rôle politique à jouer. Oui. Et c'est là où il y a une petite confusion on commence à faire à la place des associations, et c'est là où moi je suis pas d'accord. Quand on veut faire une action militante ou bien d'animation, on crée une association, on le fait, c'est avec un grand plaisir, il y a du travail pour tout le monde, il y a assez d'espace, voilà. Mais quand on abandonne le rôle politique, pourquoi on vous a envoyé au CRE? Ce qu'ils disent les gens, on vous a envoyé au CRE pour revendiquer le rôle politique, interpeller l'élu. Quelle est votre politique en matière de l'immigration? Point. Et la différence, c'est qu'on pose la question, on essaie de ramener la solution. Non, il y a le droit commun, il faut le faire travailler. Les assistantes sociales, ils sont là, ils sont payés pour, c'est leur rôle, c'est leur boulot. Et ils savent faire, c'est des professionnels, c'est pas n'importe quoi. L'association d'aide aux victimes, ils sont payés pour. Et ils ont du juriste, ils sont là pour faire. Voilà. Donc on peut pas. Surtout en matière de vieillissement, c'est quelque chose. On peut pas bricoler. On peut faire de l'animation avec les enfants, tout ça, mais là, c'est le droit. Et le droit, je peux vous garantir, c'est quelque chose de très compliqué, de très complexe, qui nécessite tout simplement un travail professionnel. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué les problèmes des Chibani avec les descentes de Kazad dans les résidences. Est-ce que c'est spécifique à Strasbourg ou c'est un peu national? Non, malheureusement c'est quelque chose de national et que on fait partie d'un réseau national. On existe dans 12 villes qui travaillent spécialement sur les personnes âgées. Donc et on échange entre nous et c'est un problème.
le droit et la loi, il est valable pour tout le monde, pas spécifique à Strasbourg. D'accord. Ok. Eric, tu as une dernière question? Oui, à notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire? À notre niveau, d'abord, il faut qu'il y ait la solidarité avec ces personnes. La première des choses, parce qu'ils ont besoin. Deuxièmement, c'est qu'il faut interpeller les pouvoirs publics par rapport à la question des Chibani pour les laisser vieillir dans la dignité, dans la mesure où ils ont tout donné à la France. Maintenant, on dit, c'est la loi, c'est la loi, mais la loi, c'est les êtres humains qui l'ont fait. Oui. Donc, ce n'est pas écrit dans le marbre. On peut faire évoluer cette loi, d'autant plus qu'il y a un rapport qui était établi au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, on a les outils pour faire évoluer la loi, s'il y a réellement une volonté politique derrière. Et aussi, les Chibani, on ne va pas les réduire dans les questions sociales. Les Chibani, c'est des êtres humains qui veulent vivre tranquillement, vieillir tranquillement et bénéficier de l'ensemble de la panoplie, parce que à notre ville et à notre Eurométropole, on fait énormément de choses pour les personnes âgées. Donc, tout simplement, on veut que ces gens aussi bénéficient de tout ça. Et si vous permettez, je profite pour en parler parce que quand on travaille sur la question des mémoires, on a aussi travaillé sur le combat des cheminots qui ont dernièrement gagné par rapport à leur combat de discrimination au niveau de la SNCF. On a fait un travail merveilleux avec ces Chibani, on les a fait rencontrer avec des artistes et on est en pleine création d'un spectacle qui va se dérouler entre le 4 mai et le 15 mai, où va mettre en place un festival intitulé Le Printemps des mémoires de l'immigration, où il va y avoir une série d'activités, d'actions spécifiques à ce public-là, en lien avec les mémoires et les transmissions, et il va y avoir un colloque le 15 mai exactement, c'est un mardi, sur l'enjeu de travailler sur les mémoires et comment ce travail-là peut se décliner en termes d'actions et d'activités d'éducation populaire. D'accord. Merci beaucoup, Moustapha. Mais c'est moi qui vous remercie et c'est toujours avec un grand plaisir d'être avec vous. Merci bien, Moustapha. Merci. Y a pas... On a encore 2 minutes. On a encore 2 minutes. On va appeler Marianne. Oui, il faut appeler Marianne. Il faut lui demander de venir. Marianne, tu es attendue. Non, c'est prévu comme ça. Alors, Marianne, pour nous faire le billet de Tata Marianne. Voilà, donc ce soir, le billet de Tata Marianne, évidemment, est relatif à la question des personnes âgées. C'est à la une ces jours-ci, cela n'aura échappé à personne, surtout pas aux femmes, seniors, retraitées et seules, dont le nombre croît. PA, personnes âgées en abrégé, dont la Tata Marianne, elle en est. Je le suis devenue, forcément avec le temps qui passe, une personne âgée avec accès à la carte senior, SNCF, etc., etc. Pas de problème. Moi, comme les PAI, les personnes âgées immigrées, dont on vient d'entendre les difficiles situations. Mais à les entendre, j'ai eu un doute cependant. Parce que bien sûr, pour être au clair avec le sujet, Tata Marianne, elle a relu les définitions d'un excellent manuel de formation de l'ADRIC, l'Agence de développement des relations interculturelles pour la citoyenneté. Et dans le chapitre « Qui sont les femmes issues de l'immigration ?», il est dit que, attention, il y a les femmes étrangères, il y a les femmes immigrées, il y a les femmes issues ou héritières de l'immigration. Waouh! Et savez-vous quoi? Bon, les femmes étrangères, c'est simple, c'est celles qui n'ont pas la nationalité française et qui, quelle que soit leur origine géographique. Les femmes immigrées, c'est déjà plus compliqué. C'est des personnes nées étrangères qui vivent en France, pourquoi pas à Strasbourg, et qui ont au cours de leur vie éventuellement acquis la nationalité française. Bref, la personne immigrée, elle peut être française de nationalité, elle peut être pas française de nationalité, mais elle est née ailleurs. Et puis la femme issue ou héritière de l'immigration, alors là, ça se corse au cube. C'est une personne née en France d'un parent ou même d'un grand-parent étranger ayant immigré en France. Ça m'a laissé songeuse. Et même, comme résidence alsacienne, ça m'a complètement troublée. En effet, ma grand-mère n'avait pas de carte nationale d'identité française avant 1974, l'année où d'ailleurs ensemble nous avions voté pour la première fois pour une candidate femme au présidentiel. C'était Arlette Laguillet pour les anciens. Elle défendait les travailleuses et les travailleurs, droit au chômage, à la retraite, à la liberté de faire ou de pas faire des enfants, une famille, et évidemment toujours à l'égalité sans distinction de sexe ni d'origine.
Donc, ma grand-mère et mes grands-parents étaient allemands. Et moi, je suis née peu de temps après la fin de la Deuxième Guerre, donc française. Mais dans ce petit village de Rickelheim, mes grands-parents étaient nés allemands. Plus tard, ils sont devenus français. Mes parents sont nés français. Et 7 ans plus tard, ils sont de nouveau redevenus allemands. Et tout ça sans bouger du bled. Alors, je me suis dit, mais qui suis-je? Quel héritage? Bonne Une question. personne âgée, oui. Ça, la DDN, la fameuse date de naissance, elle fait foi dans les formulaires. Une PA, ouais, puisque j'ai plus de 65 ans. Mais ne serais-je pas aussi une PAI en tant que femme issue ou héritière de l'immigration allemande? Et en avant, j'ai fait cliquer Internet parce que vraiment j'étais troublée. Et là, Internet me dit que non, parce que grâce à la citoyenneté européenne, je suis sauvée parce que j'ai accès aux droits sociaux sans avoir besoin de carte de résident, ni de travailleur, ni de retraité, puisque depuis 1974, enfin, toutes les Alsaciennes ont eu enfin leur carte d'identité nationale, alors que leur état civil était encore fait dans les villages par les curés ou les pasteurs. Et même depuis 1992, elles et ils peuvent avoir un passeport européen et même résider en France de l'intérieur, au-delà des Vosges, notamment dans ce grand Est qui ouvre les horizons de notre Ländle, au-delà de la vallée rhénane. Mais ce n'est pas le cas de mes amis, Viviane, Khadija, Myriam, Sonia, Shala et les autres, qui, elles, sont issues de l'immigration d'un pays non européen. Elles ont, comme ces travailleuses Scarlett a défendu pendant si longtemps, certes, l'accès aux droits fondamentaux et même pas mal de droits sociaux au titre de la non-discrimination. Mais on les a vues ces derniers jours aux côtés des Françaises, dans les manifs, à Strasbourg, à Colmar, à Mulhouse, à Briey, retraitées pauvres, travailleuses sans souffrance dans les EHPAD. Les plus âgées, ces fameuses PAI, à côté des plus jeunes, réunis dans une même revendication à vouloir travailler dignement et vivre dans la dignité cet âge de repos, de répit qui devait être le bel automne prolongé, comme on nous disait pour le droit à la retraite dans les années 60 et 70, et qui s'avère pour les PAI et les Chibanias en particulier être une lutte ubuesque avec l'administration française. Alors, à quand la citoyenneté européenne pour toutes et pour tous ? Et voilà, notre émission touche à sa